Europe 1. Il est 8h15 et Maxime Souetek, vous recevez ce matin le député La République En Marche de la Haute-Vienne, rapporteur de la réforme ferroviaire à l'Assemblée nationale. Et ancien pilote de ligne, ça peut aider pour parler d'Air France. Bonjour Jean-Baptiste Djebari. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Face à vous, Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1. On reviendra avec Hélène dans un instant sur le premier anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Mais avant cela, évidemment, la SNCF, la réforme ferroviaire. Vous en êtes le rapporteur à l'Assemblée, on le disait. Ça fait 15 minutes tout juste maintenant qu'Édouard Philippe a entamé sa série de rencontres avec les syndicats. Le Premier ministre a dit clairement qu'il était hors de question de toucher au cœur de la réforme. Ouverture à la concurrence, fin du statut de cheminot, etc. Dans ces conditions, pourquoi recevoir les syndicats? Par politesse? Non, parce qu'on entame aujourd'hui une deuxième phase. La deuxième phase, elle aura pour objet de discuter de la dette, du financement du système ferroviaire, d'une stratégie pour le fret, et puis évidemment de continuer à discuter de la convention collective qui sera l'objet social qui protégera les cheminots à l'avenir. C'est une phase de négociation. Vous employez le mot de négociation? C'est une phase. Alors, il y aura une négociation, des discussions sur la convention collective. Et ce que demandent les syndicats, c'est que l'État participe de façon active à cette négociation tripartite entre les syndicats des cheminots, le patronat et donc l'État. Et c'est une demande. Et oui, il y aura des négociations, évidemment, sur le contenu social de la réforme. Concrètement, sur la dette, par exemple, qui est un des enjeux, plus de 45 milliards de dettes, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui peut se faire rapidement? Qu'est-ce que vous pouvez lâcher aux syndicats? Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est expliquer que c'est un volume considérable, que la date cible, c'est le 1er janvier 2020, que la dette, elle sera reprise pour partie dès le 1er janvier 2020, et puis après éteinte progressivement, que cette dette, c'est une dette d'État qui viendra donc gréver le stock de dette qu'on a et qui est quand même déjà relativement élevé et qui pèse sur la crédibilité de la signature de la France. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Et il faut aussi envoyer le signal de l'État qui a confiance dans la SNCF, dans le système ferroviaire, parce que reprendre 35 milliards de dettes ou 40 milliards de dettes, c'est 1,5 point de PIB, c'est considérable. Mais vous dites expliquer, c'est précisément ce qu'a dit et répété, ce qu'a fait Édouard Philippe ces dernières semaines. Là, il n'y a pas de changement dans la ligne du gouvernement sur la question de la dette, par exemple. Il n'y a pas non plus de pensée magique pour penser que la dette va s'évaporer, qu'on va pas devoir la refinancer, que c'est pas complexe et qu'il n'y a pas une ingénierie financière à faire. Je crois que ça, tout le monde peut le comprendre. Ce qui compte, c'est que l'État se dise aux côtés de la SNCF, qu'elle prenne l'engagement non seulement de reprendre la dette, mais d'investir, et c'est l'objet du plan d'investissement de 36 milliards dans les 10 ans à venir pour régénérer un réseau qui est extrêmement vétuste. Et cet engagement-là, je crois qu'Édouard Philippe le réitérera auprès des différents syndicats aujourd'hui. Vous allez offrir des garanties aux cheminots de la SNCF qui pourraient être amenés à l'avenir à être recrutés par d'autres compagnies quand l'ouverture à la concurrence se fera. Vous allez apporter des garanties sur leur statut? Absolument, et vous savez qu'on a déjà inscrit dans la loi qui a été votée il y a 15 jours des garanties qui sont fortes. Tous les cheminots qui opèrent de façon volontaire ou pas d'ailleurs une mobilité dans la branche ferroviaire se voient garantir leur rémunération, leur emploi et leur régime de retraite. Donc des garanties fortes ont été inscrites et nous allons maintenant passer à la deuxième phase et parler de choses qui sont aussi importantes pour les cheminots mais qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Je pense notamment au principe du volontariat ou droit au retour que pourraient se voir octroyer les cheminots qui opèrent hors de la SNCF. Demain, on en sera à 15 jours de grève en un peu plus d'un mois. C'était ça la première phase, visiblement. La deuxième phase, elle va être aussi longue. Il y aura autant de jours de grève? Moi, je ne suis pas oracle en mobilisation syndicale, mais j'espère que ce sera moins et j'espère qu'assez rapidement, on trouvera collectivement une voie de sortie qui soit acceptable pour tout le monde. C'est pour ça que ces discussions sont importantes. Je souhaite que les syndicats reprennent les discussions avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a fait un travail remarquable jusqu'à présent et qui est un vrai partenaire pour les organisations syndicales dans la suite des débats. La ministre à qui les syndicats ne veulent plus parler. Oui, mais je souhaite que cette réunion d'aujourd'hui, auquel assistent le Premier ministre et la ministre des Transports, soit le début d'une nouvelle phase d'échange entre les différentes parties. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Baptiste Djebari, à celles et ceux qui nous écoutent ce matin et qui galèrent régulièrement pour prendre leur train? Comment vous leur expliquez, par exemple, qu'entre le moment où Édouard Philippe a accepté le principe de ce rendez-vous avec les syndicats et aujourd'hui, il s'est passé 12 jours? Non, mais je leur dis que la réforme, elle n'est pas un caprice gouvernemental, ce n'est pas un symbole. La réforme du système ferroviaire, elle est rendue nécessaire par ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire des retards, des déprogrammations de trains, des annulations, par la vétusté du réseau qui est quand même relativement importante, c'est 30 ans de moyenne d'âge versus 17 ans en Allemagne par exemple, par des petites lignes qui aujourd'hui ferment. Donc la réforme, elle est nécessaire pour que la qualité de service revienne et que chacun puisse se transporter de façon confortable et sécuritaire. Honnêtement, vous voyez aujourd'hui la moindre lueur de sortie de crise? Oui, moi je discute avec les syndicats, y compris et notamment la CFDT l'UNSA quasiment quotidiennement. Je les ai encore vus la semaine dernière, donc je pense que finement on peut arriver à construire, notamment dans le cadre de la convention collective, des protections sociales pour les cheminots qui soient acceptables et souhaitables même. Donc je pense qu'on peut évidemment avancer sur le fond. Il faut qu'après la base soit convaincue que la réforme elle n'est pas faite contre les cheminots, mais elle est bien faite pour eux et surtout pour pérenniser le système ferroviaire et rendre un bon service aux usagers. Jean-Baptiste Djebari, je rappelle que vous êtes député La République En Marche, ancien pilote de ligne, ça tombe bien. L'autre dossier chaud du moment, c'est évidemment Air France. Le patron s'en va, les négociations sont au point mort, nouvelle journée de grève aujourd'hui.
Quelle solution vous imaginez, là aussi, pour sortir de la crise? Est-ce que l'État doit s'impliquer? 14%. L'État est actionnaire à 14% d'Air France. Actionnaire de référence, donc l'État a évidemment un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer dans la nomination de la future équipe dirigeante, et c'est bien une équipe qu'il faut. Il faut évidemment dans les priorités rétablir le dialogue social, c'est fondamental, mais il faut aussi regarder la situation avec lucidité. Et la situation d'Air France aujourd'hui, c'est une compétitivité qui est faible par rapport à ses concurrents. Un chiffre, mais la rentabilité d'Air France aujourd'hui, c'est 4% pour l'année dernière, parce que cette année, elle ne gagnera pas d'argent a priori. C'est 8% pour Lufthansa, pour KLM, c'est 12% pour British Airways. Et donc la France, Air France, peine à combattre à armes égales dans cet environnement extrêmement concurrentiel. Donc, avec la nomination de la nouvelle équipe dirigeante, il faudra aussi savoir si on est dans une stratégie de continuité ou si on va vers une stratégie de rupture avec peut-être moins de cogestion qui, jusqu'à présent, n'a pas tellement montré son efficacité. Vous dites nouvelle équipe, il est hors de question de demander à Jean-Marc Janaillac de revenir sur sa décision de partir? Non, mais je crois qu'il a été extrêmement courageux. D'abord en disant je prends acte que j'ai perdu de façon assez large un référendum, une consultation, c'est 80% de taux de participation, une victoire qui est claire pour le rejet de l'accord salarial. Donc il est partant, il partira, et il faut de toute façon un nouveau souffle, une nouvelle équipe, un nouveau projet pour Air France pour les prochaines années. Vous dites courageux, mais petite parenthèse, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les salariés d'autres entreprises en crise, et évidemment on se tourne vers la SNCF, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de réclamer le même type de référendum et éventuellement le départ de leur patron si jamais le référendum est rejeté? Le référendum, il a été décidé par Jean-Marc Janaillac, qui arrivait au bout des négociations avec les syndicats, qui considérait qu'il ne pouvait pas avoir un accord souhaitable et qui donc a pris son risque quelque part. Et nous ne sommes pas dans la même situation vis-à-vis de la SNCF par exemple, qui est une réforme décidée par l'État, qui est un service public d'État qui souhaite le voir mieux fonctionner. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes cadres. Vous connaissez bien les pilotes de ligne, vous avez exercé leur profession, vous leur parlez régulièrement. Hier, Bruno Le Maire a semblé les désigner comme c'est pas le mot qu'il emploie, comme des enfants gâtés, en expliquant qu'ils avaient des revendications salariales qui étaient largement injustifiées. Est-ce que vous considérez que les pilotes de ligne sont des enfants gâtés? Moi, j'ai un avis plus contrasté, parce que quand vous êtes pilote de ligne, que vous gagnez X, et que pendant 5 ans, vous avez votre salaire qui est gelé, après tout, vous êtes fondé à dire, moi, je pense que je dois récupérer au moins l'inflation sur mon salaire. La question, elle n'est pas tout à fait là. C'est est-ce que cette revalorisation, elle est possible au regard de la santé financière de la compagnie? Et ce que disait Jean-Marc Janaillac, mais je crois ce qui est partagé par un certain nombre d'observateurs financiers, c'est que cette revendication-là, elle n'était pas tout à fait compatible, non seulement avec l'état financier, mais avec les projets d'investissement de la compagnie Air France. Donc c'est ça qu'il faut arriver aujourd'hui à résoudre. Et c'est pas dire que les uns ou les autres sont plus coupables que les uns sont plus coupables que les autres. C'est de savoir ce qu'il est possible de faire rationnellement pour la structure. Est-ce que les deux exemples dont on vient de parler, SNCF et Air France, n'illustrent pas un peu les limites de la méthode Macron, où il y a de l'avis des syndicats assez peu de place pour la négociation? Moi, c'est pas ce que j'ai vécu sur la SNCF. On discute depuis le 1er mars, et donc je peux vous parler de mon expérience personnelle. Je crois qu'on est déterminé, le Parlement, le gouvernement, à mener des réformes qui sont nécessaires. Et dans la détermination, il y a effectivement la capacité à un moment de décider, ce que fait, je crois, très bien le président et l'exécutif. Et évidemment, ça change un peu. Peut-être que ça contraste un peu avec les époques précédentes, mais je crois que c'est positif et que l'avenir, en tout cas, je fonde cet espoir, nous donnera raison. Hélène Jouan. Il y a un an, Jean-Baptiste Djebbari, Emmanuel Macron remportait le second tour de la présidentielle. Et dans les bilans de l'an 1 qui sont faits par la presse, on trouve cette citation du porte-parole du président Bruno Roger-Petit, évoquant la relation du président au peuple. Pour Emmanuel Macron, dit-il, le toucher fondamental, c'est un deuxième langage, c'est un toucher performatif, le roi te touche, Dieu te guérit. Alors un président qui guérit des écrouelles, est-ce que vous qui avez tout quitté pour vous engager en politique auprès d'Emmanuel Macron, vous n'êtes pas un peu surpris par cette pratique monarchique revendiquer du pouvoir? Oui, alors je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit un roi thaumaturge, puisque c'est la référence qui est faite, mais en revanche, moi, ce qui m'avait séduit dans son discours il y a un peu plus d'un an, c'était le discours sur la méritocratie, sur le risque plutôt que la rente, sur les nouvelles protections face à des emplois, des travaux qui évoluent. Et je crois que ce défi-là, nous sommes en train de l'adresser et de le mettre en route. Et donc, moi, je suis plutôt fier d'appartenir à une majorité qui a ce courage-là, qui certes parfois doit peut-être mieux expliquer ses réformes, mais si vous voulez, à aucun moment je ne regrette de m'être engagé, même si effectivement j'étais loin de ce monde politique, je n'étais absolument pas prédestiné à entrer en politique. Il a fallu apprendre très vite. Candidat, hein. Première fois candidat, je n'ai jamais été encarté et honnêtement je ne pensais pas il y a quelques années pouvoir à un moment avoir une action politique, mais c'est enthousiasmant, c'est passionnant et cette verticalité que vous décrivez, moi je peux vous garantir qu'en tant que député, à aucun moment nous la ressentissons.
Nous sommes finalement même assez libres de nos actions, de nos paroles. Je n'ai pas aujourd'hui pris des ordres pour venir vous parler, par exemple. Mais est-ce que, pour continuer à parler de ça, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez vraiment modifier le cours des choses et que vous n'êtes pas en train d'appliquer à la lettre et simplement à la lettre le programme d'Emmanuel Macron et qu'à l'Assemblée, en tant que député, vous n'avez pas grand pouvoir? Non, mais vous savez, moi, en plus d'être rapporteur de la loi, je suis ce qu'on appelle le coordinateur du groupe majoritaire pour la commission de développement durable et aménagement du territoire. Et donc, à ce titre, je fais un certain nombre d'arbitrages politiques avec les cabinets, avec les ministres. Et je peux vous garantir qu'entre les projets de loi qu'on dépose initialement et ce qu'il en sort, et c'est notamment vrai sur le cas de la SNCF, la discussion elle est extrêmement féconde et les textes avancent beaucoup, notamment sous l'impulsion parlementaire. Donc, député Codillo, à aucun moment, je ne me suis senti tel quel. Et je crois qu'au contraire, on mène une action plutôt honnête, avec le sentiment d'être utile et que c'est tout à fait fondamental et que je ne me plairais pas dans un rôle où je me sens inutile. L'horizontalité du pouvoir, elle existe parce que ce qu'on voit pour l'instant, c'est quand même effectivement un pouvoir vertical. Et c'est, alors vous dites, moi en tant que député, je peux parler. Est-ce que vous avez l'impression que le président fait attention, écoute les partenaires sociaux? On a cité un certain nombre de réformes en cours. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place laissée à la discussion, notamment avec les corps intermédiaires, comme on dit. Je vais répondre à la question sur les syndicats, mais pour vous dire ce qui m'avait séduit dans la méthode et dans la verticalité versus l'horizontalité. Dans les mouvements départementaux, c'est le mouvement qui nomme les référents départementaux et après tout le monde s'organise localement sur les territoires. Ça c'est pour le parti. Ça c'est pour le parti. Mais ça fonctionne aussi un petit peu comme ça en termes de remontée d'informations dans notre mouvement d'une manière générale. Mais les syndicats n'ont pas l'air du tout de vivre ça. Oui, mais comme je vous le disais, sur les syndicats, effectivement, il y a un calendrier qui est assez volontariste, il y a une volonté, il y a une détermination du gouvernement à faire les réformes utiles, et je crois qu'il y a un ajustement un peu fin à trouver entre les syndicats qui sont nécessaires à la bonne pratique du dialogue social et à la bonne tenue de l'économie. Il y a un ajustement à faire qui est en train de se faire, et je crois que les réformes suivantes le montreront bien. Encore une question, Jean-Baptiste Djebbari, sur cet extrait qu'on a passé dans le journal de 8h, extrait du documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 3. Emmanuel Macron dit dans ce documentaire: Beltrame est un patriote, c'est-à-dire quelqu'un prêt à mourir pour la patrie, pas pour un bout de terre. Les gens qui pensent que la France est une sorte de syndic de copropriété et qui pensent que le summum de la lutte, ce sont les 50 € d'APL, ces gens ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Cette phrase, elle commence à faire polémique, certaines réactions déjà à droite. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? Non, mais cette phrase, elle s'ancre sur la France qui est une terre de valeurs et d'idées, et quelque part dont les valeurs et les idées subsument tout le reste. Et c'est ça, c'est pas la France propriétariste où chacun défend ses intérêts corporatistes. Est-ce qu'il faut opposer ? Mais je crois qu'il ne faut pas opposer. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le président ici, je crois, donnait une forme de grandeur à la France qui n'est pas qu'une terre où chacun y recherche ses propres intérêts, mais qui est une terre qui défend, et c'est notamment vrai au niveau international, des idées et des valeurs qui, quelque part, encore une fois, la dépassent. Merci Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche de la Haute-Vienne, d'être venu aujourd'hui en direct dans Europe Matin. Europe 1.